C'est bon, vous m'entendez là? C'est bon? Donc bonjour à tous. Bon, donc je recommence alors. Ok, vas-y. C'est bon, je peux reprendre? C'est bon? Bon, vas-y Philippe. Ouais. Donc je disais, j'ai une longue expérience en tant que joueur professionnel, passé par divers championnats, que ce soit Pro A, Pro B, en Espagne et au Portugal. Donc comme je disais, j'ai intégré le staff de la JSF Nanterre 92 il y a 2 ans pour venir étoffer et amener aussi mon domaine de compétences qui est le développement des joueurs et par la suite aussi de, de donner ma vision sur tout ce qui est l'aspect offensif de notre jeu. Voilà, j'ai 40 ans et comme je disais, j'étais un ancien joueur, mais maintenant je suis un tout jeune coach. Vincent. Bonjour à tous. Écoutez, c'est également un plaisir pour moi d'être là et pouvoir partager ce moment-là, vous présenter un petit peu notre façon de travailler. Moi, ça fait 10 ans que j'ai intégré le staff de l'équipe de Nanterre. À l'époque, c'était en Pro B en 2010. J'ai commencé vraiment en 2009 au centre de formation. Et voilà, donc depuis, je suis ici toujours dans le même club et j'ai eu la chance également d'avoir une expérience avec l'équipe de France A Prime et la Fédé sur 3 campagnes. Christophe. Bonjour à toutes et bonjour à tous, Christophe Denis. Donc voilà, moi j'ai passé quelques années de coaching auprès de certaines équipes professionnelles, dont le Paris-Levallois, un club voisin de celui de Nanterre. Et je suis actuellement donc directeur sportif d'un club amateur, le club de Malakoff en banlieue parisienne, et responsable de la formation des cadres. Voilà mon actualité du moment. Franck. Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est donc Franck Le Goff. Ça va faire 14 ans que je suis assistant à Nanterre auprès de Pascal. Mon rôle auprès de Pascal, c'est de faire tout ce qui est scouting vidéo sur l'adversaire, sur nos adversaires, et de partager un peu mon expérience sur ce qui est défensif. Voilà. Donc, ça fait depuis la deuxième année de Pro B que je suis au club. Et donc, ça va faire 14 ans. Ok. Et puis, on a le plaisir d'avoir Pascal également, mais lui, on l'aura pas en vidéo, on l'aura en audio. Donc, Pascal, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Déjà, je suis désolé pour ce petit contretemps, mais je suis au fin fond de la Bretagne et du Morbihan, donc je m'explique qu'il y a eu un petit problème technique. Déjà, c'est un honneur de pouvoir participer à ce genre de réunion. Donc moi, j'ai eu un parcours un peu atypique dans la mesure où on a commencé avec Nanterre au plus bas niveau départemental et qu'on est monté de 11 divisions pour accéder à la Pro A et après le titre de champion de France, faire l'Euroleague. Ça fait 8 années qu'on dispute les Coupes d'Europe d'affilée. Ce sera la 8e année là. À côté de ça, j'ai eu l'occasion de participer aux campagnes avec l'équipe de France A Prime où on a monté un bon projet avec Christophe et avec Vincent. Et puis dernièrement, j'ai intégré le staff de l'équipe de France. On a disputé un championnat d'Europe, une Coupe du Monde, et on était censé cet été participer aux Jeux Olympiques. Donc j'espère que c'est juste repoussé d'1 an parce que ça serait vraiment une belle expérience. Et on peut considérer que j'ai côtoyé tous les niveaux du basket, du niveau départemental au plus haut niveau aujourd'hui. Alors merci à tous d'être avec nous. Pour nos internautes qui étaient là au tout début, on a eu un problème de son au tout début, donc pas besoin de se représenter. On va commencer par demander à nos intervenants s'ils ont un petit mot pour leurs supporters, puisqu'ils ont quitté le terrain assez brutalement. Et puis ensuite, on enchaînera avec les questions. Philippe, je te laisse démarrer. Que ça reprenne au plus vite parce que je sais que nos supporters sont comme nous impatients de nous retrouver, de pouvoir partager de bons moments ensemble.
que ce soit les échanges que nous avons au quotidien ou pendant les matchs. Donc, je pense que toute cette envie est commune, que ce soit au staff ou aux partenaires ou aux bénévoles, aux supporters. Donc, voilà, j'espère qu'on pourra très vite revenir auprès des 4 lignes. Vincent? Un peu pareil que Philippe, c'est vrai qu'on est une communauté un peu à Nanterre 92, que ce soit au niveau de tous les acteurs, et il y a un vrai manque depuis mars. Je pense qu'on le ressent tous, de tous se retrouver ces soirs de match pour vivre quelque chose ensemble, une rencontre, une aventure. Et c'est vrai que je suis le premier impatient de retrouver tout le monde. Franck? Vous avez tout dit. Nous, on a, avec en toute modestie, le meilleur public de France. Donc, forcément, il nous manque. On a tissé des liens forts avec tous ces gens depuis de nombreuses années. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des gens qui nous suivent partout, même au fin fond de l'Europe. On a toujours un petit maillot vert et blanc dans les tribunes. Donc, ça nous manque énormément, ce contact, cette proximité avec ces gens qui sont passionnés et qui poussent leur équipe et leur staff à encore plus de résultats et de réussites. Donc oui, il nous manque et vivement qu'on reprenne. Et Pascal? Oui, en ce qui me concerne, c'est vrai que bien évidemment, les ambiances de basket manquent, mais je pense que pendant cette période un peu spéciale, on s'est surtout préoccupé de savoir si tout le monde se portait bien. En plus, la région Île-de-France a été une région énormément touchée. Donc, moi, j'ai côtoyé un petit peu de près les instances de la mairie de Nanterre, notamment le maire de Nanterre, pour savoir un petit peu comment évoluait la situation à Nanterre. Et puis, bien sûr, comme quasiment tous les habitants de Nanterre sont des supporters du basket de Nanterre, on a essayé de se tenir au courant dans une situation en Île-de-France assez préoccupante, et notamment à Nanterre. Donc, je leur passe le bonjour et on espère revenir au plus vite. Ok. Alors, tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer en intégralité vos rôles au sein du staff et les tâches et les missions qui vous sont confiées? Vincent, je te laisse démarrer. Très bien. Écoute, moi, à Nanterre, je m'occupe de toute la préparation physique, bien évidemment, de l'équipe professionnelle, mais également du centre de formation. Donc, c'est vrai que je travaille avec un petit peu avec 2 staffs, que ce soit au niveau des 2 entités et avec le staff avec lequel je travaille qui est présent ici, enfin une partie du staff qui est présent ici, je m'occupe de la préparation physique globale, de la réathlétisation, de tout ce qui concerne la préparation. Donc dès le début de saison, c'est vrai que j'ai un travail qui est très important concernant la connaissance des joueurs, identifier un petit peu toutes leurs caractéristiques, et on communique, on échange beaucoup avec les entraîneurs pour mettre en place une stratégie et qui soit spécifique à notre groupe. Philippe? Comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai intégré le staff il y a 2 ans, un petit peu pour venir étoffer et faire le lien aussi avec les jeunes du centre de formation. Tout ce qui est sur le développement et travail individuel auprès des joueurs. Donc, j'essaye d'intervenir, de faire partager un petit peu l'expérience que j'ai d'anciens joueurs. Forcément, je suis aussi un grand passionné de basket, donc j'essaye vraiment d'être pertinent et d'amener un réel plus aux joueurs. D'intervenir aussi auprès des jeunes et de leur donner des billes et essayer de les développer au maximum pour qu'ils puissent très vite intégrer les entraînements des pros et pouvoir aussi à devenir de vrais joueurs professionnels, en espérant qu'ils intègrent bien sûr l'équipe première de la JSF Nanterre 92. Il est bien évident que tout ce travail-là est fait avec beaucoup de partage, que ce soit avec Vincent quand c'est un retour sur blessure d'un joueur, et avec Nicolas qui n'est pas là, notre kiné. Bien sûr, il y a un échange au quotidien, que ce soit avec Franck, avec Pascal et avec Vincent sur
tout le travail qui doit être mis en place et la planification un petit peu de notre semaine. Moi, j'interviens essentiellement sur tout ce qui est début d'entraînement, avant l'entraînement, sur du travail individuel et après les entraînements également. Et de même que quand il y a des joueurs qui sont demandeurs sur des jours où on a du repos, ils peuvent le demander. C'est vrai que comme on a la chance aussi de faire la Coupe d'Europe, ces moments-là, ils sont aussi faits pour récupérer, pour ne pas surcharger les joueurs. Donc essentiellement, je travaille avec eux avant et après les entraînements. Franck ? Donc moi, je viens en complément de tout ça sur la partie analyse vidéo. C'est une partie qui prend pas mal de temps parce que c'est vrai que dans ce staff, on prend la vidéo a une assez grande importance donc sur l'analyse de l'adversaire donc derrière avec Philippe et Pascal pour définir une stratégie en fonction des notes que j'ai prises, des images que je montre d'abord au staff. Derrière, ça conditionne tout un travail et toute une mise en place de stratégies, donc soit offensives, soit défensives pour le match. Alors, comme on a 2 matchs par semaine, sur la Coupe d'Europe, je suis aidé par une personne. Et donc, comme c'est un match tous les 3 jours, on va dire, c'est vrai qu'en période de Coupe d'Europe et de Championnat de France, on fait vraiment beaucoup de vidéos pour pouvoir présenter l'adversaire à nos joueurs plus rapidement possible. Et puis, essayer de jouer souvent dans le style de l'adversaire pour préparer notre stratégie défensive ou alors de défendre et d'attaquer comme les adversaires. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une de mes grosses parties. Et ensuite, bien sûr, toujours sous l'égide de Pascal et en partageant avec Philippe, de parler défensivement, un peu plus sur l'aspect défensif, de proposer des choses et donc qui sont validées par Pascal et Philippe. Et ensuite, on fait travailler les joueurs un petit peu plus sur certains créneaux défensivement, surtout quand on rencontre des équipes avec une attaque bien spécifique ou des secteurs assez spécifiques comme le pick and roll, enfin des choses, s'il y a du jeu intérieur, des choses comme ça. Donc on essaye de réfléchir et de mettre différentes défenses en place, parfois en fonction de l'adversaire et parfois en fonction de certains jeux. Voilà. C'est ma responsabilité au sein du staff. Et toi, Pascal ? Déjà, il y a une chose importante à signaler, c'est que je pense que bien évidemment, le basket a évolué et notamment la constitution des staffs. Donc, avant, on peut considérer qu'il y avait un coach qui définissait à peu près tout et qui s'occupait un peu de tout. Des fois, d'ailleurs, avec moins de compétences. Mais maintenant, c'est vrai que je pense que l'avenir, c'est de responsabiliser, de diversifier les compétences de manière à faire en sorte qu'elles soient rentabilisées au maximum. Donc moi, déjà, je pense que ce qui est important pour un coach principal, c'est de pouvoir avoir cette faculté de déléguer tout en, bien sûr, donnant les grandes options et puis aussi de faire confiance. C'est-à-dire que le staff de Nanterre, c'est des gens il y a Philippe qui est là depuis 2 ans, mais c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Donc il y a une connaissance entre nous et surtout, il faut savoir responsabiliser chacun dans son domaine de compétences. Et puis après, moi, il me revient un petit peu le dernier mot. Ce qui est clair, c'est qu'au fil des années, les choses les plus importantes pour moi sont en début de saison, le recrutement. Et là, on y est. Et quand on parle de recrutement, au-delà des qualités propres des uns et des autres, il y a 2 choses qui sont pour moi capitales. C'est la complémentarité entre les uns et les autres au niveau des joueurs. Et puis la deuxième chose que j'ai appris avec l'âge encore plus, c'est de prendre des joueurs qui correspondent à votre identité de jeu et avec votre philosophie. C'est-à-dire qu'il peut aujourd'hui y avoir des joueurs excellents dans d'autres équipes qui ne pourront pas s'adapter à Nanterre et vice-versa. Donc ça, c'est quelque chose de capital. Et puis après, tel qu'est constitué le staff, pour dire un petit mot sur chacun,
Je pense que ça fait maintenant, ça va être la 8e année où on enchaîne les Coupes d'Europe. Donc le rôle de Vincent est capital. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un effectif très étoffé. On a un jeu qui n'est pas à l'économie, fait de beaucoup de courses. Donc entre Vincent et puis Nico qui est pas là, le kiné, c'est important d'avoir des gens de qualité dans ce domaine. Bien sûr, Franck est là depuis longtemps et il a parlé de ce qu'il faisait, et c'est bien sûr quelque chose de très important. La vidéo, le scouting, dans la mesure où quand on joue tous les 3 jours, avec la fréquence des matchs de Coupe d'Europe, on peut pas se permettre de passer une semaine à tout décortiquer et à être très précis. Donc le scouting et la vidéo prend une importance encore plus grande. Et puis on a ajouté depuis 2 ans, ce qui me semble être capital aussi, c'est cette espèce de coaching personnel et de travail individuel des fondamentaux avec Philippe, parce que ça bonifie notamment des jeunes joueurs qui sont en quête de progression. Donc j'estime qu'on arrive avec des moyens qui sont ce qu'ils sont, à couvrir à peu près ce que doit être aujourd'hui un staff de bon niveau pour une équipe française qui a les ambitions de pouvoir jouer sur tous les tableaux, notamment les compétitions européennes. Alors, je vais continuer avec toi, Pascal, parce qu'on a une première question Facebook de David Duché qu'on salue. Donc, il te demande si tu avais déjà dans un coin de la tête le souhait de coacher au plus haut niveau lorsque tu coachais au niveau départemental ou pas du tout. Non, bien sûr, puisque j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. La première année, c'est des potes à moi qui m'ont demandé, quand vous pensez première série départementale, il n'y avait pas plus bas. Hein. Donc, vous pouvez pas imaginer que quelques années plus tard, vous vous retrouvez en Pro A et puis après en Euroleague. Donc non, après, quand on est compétiteur, je pense qu'on l'est aussi bien au niveau départemental que maintenant au niveau où je suis. Et quand on a cette envie de gagner, cette envie de progresser, on essaye de se donner les moyens. Mais mon parcours est c'est vrai, atypique, dans la mesure où l'équipe montait plus vite que moi je pouvais passer les diplômes requis au niveau, et donc à chaque fois je pédalais un petit peu derrière les diplômes parce que j'ai longtemps occupé un poste dans le milieu bancaire, et moi je j'ai pas eu un parcours commun par rapport à un coach qui d'abord passe les diplômes et puis après met la main à la pâte et commence à entraîner, quoi. C'est un parcours complètement atypique. Donc c'est une belle expérience, et je pense que le fait d'avoir connu des choses avant, d'avoir connu tous les niveaux, c'est un enrichissement personnel qui me fait aujourd'hui savourer ce qui m'arrive par rapport à tout ce qui se passe au cours de ma carrière. D'accord. Alors on va continuer avec Philippe. Toi qui est a priori le dernier arrivé, comment vous organisez les montées, donc vos montées, comment vous organisez vos épopées, tout ça, d'où ça a commencé et comment on en est arrivé là, et comment vous pouvez le dupliquer de la manière sportive et de la manière financière? Ouais, si tu veux, moi comme je suis le novice, hein, je pense que cette question elle sera plus orientée pour Vincent ou Pascal ou Franck. Parce que c'est vrai que moi je suis arrivé et l'équipe a gagné déjà. Donc à la rigueur, c'est eux les plus titrés, c'est eux qui ont réussi justement à faire en sorte que l'identité nantaire voyage au sein de toute l'Europe. Ce qui est, pour moi en tout cas, c'est très flatteur d'intégrer un staff comme le leur, parce que tu dois essayer amener un plus, alors qu'il y avait déjà vraiment des compétences au sein de ce staff. Donc, c'est vraiment pas évident au départ d'essayer de trouver sa place. C'est pas forcément évident, mais avec le partage, avec la confiance, si tu veux, j'ai très vite mis la main dans le cambouis, quoi, si tu veux, et le côté compétiteur, quoi. C'est vrai que ce côté-là fait que j'aime pas perdre, donc j'essaye de mettre tout en place, en tout cas dans mes fonctions, pour qu'on continue de gagner. Donc ça, c'est l'objectif de tout le monde, je pense, au sein de staff, c'est que l'équipe elle continue à grandir, à gagner. Et donc, je pense que Franck, Vincent et Pascal sont plus à même de répondre à cette question-là.
On pourrait poser la question à Franck parce que la question elle est intéressante. C'est ce que j'allais dire. La particularité du club de Nanterre, c'est que c'est un club qui, depuis maintenant pas mal d'années, une dizaine d'années à peu près, même plus longtemps, est synonyme de réussite. C'est une équipe qui gagne beaucoup. Moi, la question que j'avais envie de poser à Francky, là, c'est justement cette réussite, elle repose sur quoi, selon toi, Franck? Écoute, je pense que très honnêtement, bon, on n'est pas là pour se lancer des fleurs les uns aux autres, mais très honnêtement, la première chose, c'est que c'est Pascal, très honnêtement, qui a insufflé cet esprit de compétition. Bien sûr, moi, je n'ai pas été basketteur de haut niveau, mais on a tous envie, on a tous cette rage de vaincre, de gagner. Et c'est Pascal qui nous insuffle ça, qui nous donne cet exemple-là. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça le truc, c'est qu'on veut tous, on veut gagner. Donc, on veut s'entraîner dur, humblement, mais c'est pas parce qu'on travaille humblement qu'on n'a pas d'ambition. On veut aussi avoir des ambitions. Et je crois que notre méthode, si on peut appeler ça une méthode, c'est que vraiment, c'est des choses, on y croit. C'est-à-dire qu'on fait des choses et on y croit. Et je pense qu'il n'y a pas de place au doute. On travaille énormément à Nanterre. Faut le dire. On travaille énormément, chacun dans nos compétences, mais on travaille énormément. Il y a un énorme travail de fait. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ça aussi, c'est très important. Et que chacun se donne vraiment à 200% dans ce qu'il fait pour ce club, pour ses joueurs et pour ce staff. On est un staff qui est extrêmement soudé. Et en fait, on a une fin de réussite. On a une rage de vaincre, on a une fin de réussite. Et il y en a qui pourraient se lamenter, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Nous, ce n'est pas du tout notre façon de faire et notre façon de travailler. Donc, je crois qu'on est dans un club qui a faim, qui a des ambitions, qui peut être modeste, mais modeste, ça ne veut pas dire regarder les autres faire. Voilà. Vincent, toi, comment tu évoquerais ces montées? Alors moi, des montées, j'en ai connu une seule, celle de Pro B. Ensuite, comment expliquer cette réussite? C'est difficile à dire. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que on s'est jamais fixé d'objectif. Hein. Pascal ne nous a jamais fixé d'objectif en tant que tel à chaque début de saison. Il fait en sorte, moi je suis là depuis 10 ans, donc je peux vous expliquer un peu ce qui dégage. Il fait en sorte de nous mettre en confiance déjà, de nous laisser travailler, de nous aiguiller aussi par rapport à sa façon de voir les choses. Et déjà, ça facilite le travail. Hein, quand on sait que on a un petit peu la liberté de mettre en place ce qu'on souhaite, chacun à notre niveau. Et donc moi, en termes dans la préparation physique, ça aide. Et les compétences de chacun, la cohésion dans le staff, et que ce soit la cohésion à tous les étages du club, que ce soit au niveau du staff administratif, des dirigeants et du public, des bénévoles, et ça permet vraiment de créer une force intérieure. Et ça, tout le monde le ressent. Et les joueurs, quand ils arrivent dans la structure, dans le club, dans l'équipe, ils le sentent. Alors, quand la mayonnaise, elle prend, sans se fixer d'objectif, on sait qu'on n'a pas de limite et qu'on peut aller très loin, très très loin. Je crois que si je peux D'accord. je crois que vas-y. Aussi, c'est que pour bien sûr voir d'autres clubs où aussi ça se passe bien et où ils font des très belles choses. Je crois que ce qui est important, c'est à Nanterre, on a cette chance, c'est que chacun reste à sa place. C'est-à-dire que je vois trop aujourd'hui de présidents, je vois trop des fois des sponsors qui se mêlent de tout et de rien et qui empiètent sur le secteur sportif. Et nous, à Nanterre, on a cette chance. On nous laisse travailler. Tout n'est pas remis en cause à chaque défaite et ça nous donne une certaine forme de sérénité. Même si, comme l'a souligné Franck, ça ne nous empêche pas, nous, en interne, après chaque défaite, de vraiment pas être content, d'essayer de rebondir le plus vite possible. Mais je crois qu'on l'a prouvé cette saison. On a commencé la saison avec 2 victoires et 8 défaites. Et dans beaucoup de clubs, ils ont coupé des têtes, que ça soit les joueurs ou que ça soit le coach. Et nous, on a essayé de trouver des solutions en interne. On n'a coupé aucun joueur en étant avant-dernier du championnat au bout de 10 journées. On a
on a travaillé encore plus. Et puis, on a réussi sur la phase retour à gagner 12 matchs sur 14. Donc, je pense que la sérénité qui règne autour du sportif nous permet aussi à nous de travailler d'une manière un petit peu plus confortable. Même si, comme ils l'ont tous souligné, la pression, on se la met entre nous. Et c'est vrai que on veut repousser nos limites constamment. Je pense que c'est dans l'ADN du club de toujours essayer de repousser ses limites. Mais c'est ce qu'on avait un peu connu, Pascal, à l'époque avec Vincent. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai une petite expérience. J'ai été aussi un des membres d'un staff où Pascal était le head coach en équipe de France à Prime. C'est vrai que on ressent ça quand on travaille avec toi. Tu ne t'autorises pas, et du coup nous aussi, la médiocrité. Voilà, d'être dans la moyenne. C'est vrai que Pascal a cette particularité de vouloir toujours l'excellence, d'être dans l'excellence. Et ça passe d'abord par une attitude personnelle déjà à afficher vis-à-vis des autres qui nous entourent. Mais Pascal, tu n'as pas toujours eu un staff tel qu'il est constitué aujourd'hui autour de toi. Tu as 11 montées depuis le plus bas niveau. Selon toi, quelle serait la chose commune au travers de ces 11 montées, malgré le fait d'avoir été pendant quelques années finalement seul? Ouais, même lors de la montée de N1 en Pro B, quand j'étais en N1, j'avais pas d'assistant. C'est-à-dire qu'il y avait un préparateur physique qui était avec moi, et j'ai eu réellement un assistant basket que lorsqu'on est monté en Pro B. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est cette espèce de rigueur. Je sais que maintenant, à travers les médias, j'ai tendance à passer pour quelqu'un de convivial et plutôt bon enfant, mais je pense qu'on se doit d'être très exigeant. Si je devais résumer, moi j'essaye de donner beaucoup de confiance aux joueurs, de les mettre dans des positions confortables mentalement pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais le fait de faire ça, ça n'empêche pas d'être très pointilleux et très exigeant avec les joueurs, aussi bien en ce qui concerne les attitudes qu'en ce qui concerne bien sûr le basket. Et puis après, on répète un petit peu toujours la même chose, mais c'est cette soif de gagner, de toujours essayer de faire plus. Et au cours des 11 montées successives, il a fallu ne pas renier ce qu'on avait fait, l'esprit du club, l'identité de jeu, parce que souvent je fais rire, mais en département, il y avait des valeurs de collectif que j'applique encore aujourd'hui. Et par contre, il a fallu à chaque fois s'adapter. S'adapter à chaque fois qu'on montait, que ce soit au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national. Donc on a essayé de trouver le juste milieu entre s'adapter, construire après un staff, avoir des joueurs étrangers, sans perdre le fil de ce qu'on avait mis en place depuis le début. Donc c'est un petit peu ce que je pourrais dire de tout ça. Alors, on a une question Facebook d'Héloïse Falex. Le club pense-t-il organiser à nouveau un événement comme le 11 mars 2018 à la You Arena? C'est un moment vraiment génial. Est-ce que vous avez des informations vis-à-vis de ça? Ouais, je pense que ça doit se faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une concurrence qui est quand même accrue, bien sûr sur la France, mais notamment en Île-de-France, avec un club comme Boulogne-le-Valois qui, en termes de moyens, se développe. On a le club de Paris en Pro B qui essaye aussi de se développer. Donc nous, on se doit d'exister à travers les résultats sportifs, mais le fait aussi de créer des événements et de développer des structures. Et ce match à l'UR Arena devant quasiment 16 000 personnes, si on veut continuer de grandir, on se doit de le reproduire. Après, c'est très complexe en termes d'organisation. Il y a une logistique très très lourde, mais pour moi, il faut le faire. Il faut le faire. Ça passe par la progression du club. Ok. Pascal, on continue avec toi. Quelle vision du basket tu as? Est-ce qu'elle a évolué avec le temps? Si oui, dans quel sens? Et est-ce que le staff a aidé cette évolution? Alors, bien sûr que le basket évolue parce que déjà, sur les aspects physiques, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit, moi j'aime bien regarder des matchs
même si c'est pas super loin, mais la fin des années 90 ou même le début des années 2000. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui les joueurs sont des surathlètes. Je pense notamment à tous les joueurs intérieurs. Quand on regarde ce qui se passait dans les années 90, on s'aperçoit en termes de motricité, en termes de technique, en termes d'engagement. Aujourd'hui, des joueurs de 2,5, 2,10 sont capables d'avoir la dextérité d'un joueur extérieur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit des qualités d'adresse des uns et des autres qui grandissent au fil des années. Et bien évidemment, c'est un petit peu ce que je disais, il faut être de plus en plus pointu. C'est-à-dire que nous, très tôt, avec des moyens qui étaient limités, on a été quasiment les précurseurs sur le fait d'avoir Vincent comme préparateur physique pour justement qu'il arrive à développer et perfectionner les joueurs sur les aspects physiques. Ça, je pense que ça a été une des grandes clés de notre réussite. Parce que c'est pour moi quelque chose d'inévitable. Au basket, on traîne encore les pieds. Même au jour d'aujourd'hui, en JP Elite, tout le monde n'a pas un préparateur physique à plein temps comme peut l'avoir Vincent. Alors qu'on voit que dans les autres sports collectifs, c'est quasiment quelque chose qui existe dans toutes les équipes. Donc là, on a des progrès à faire et nous, on avait cette petite longueur d'avance. Après, j'ai parlé de tout ce qui se passe avec Franck sur le fait de développer des stratégies. Je sais que pour discuter avec des joueurs qui sont passés par plusieurs clubs sur le scouting, sur l'observation des adversaires, on peut considérer que on est plutôt dans ce qui se fait de bien. On essaye de donner le plus d'informations aux joueurs. Et puis encore une fois, pour dire de l'évolution, je pense que maintenant le poste qu'occupe Philippe sur le perfectionnement et le développement des joueurs individuellement, on peut plus faire sans, c'est-à-dire que à travers les entraînements collectifs, on peut proposer des choses pour que les joueurs progressent, mais Philippe, il prend les joueurs avant chaque entraînement, il est disponible 3 quarts d'heure avant, si c'est 2 fois par jour, il le fait 2 fois, il peut les voir après, on fait un peu de vidéo, donc le développement individuel à travers les qualités physiques que Vincent peut développer et le perfectionnement individuel à travers les aspects techniques, on peut pas se contenter des entraînements collectifs. Il faut qu'il y ait un accompagnement à côté pour que les joueurs puissent continuer de grandir. Et on est de plus en plus exigeant avec eux, pardon. Donc forcément, il y a un gros travail à faire individuellement. Et je trouve que l'évolution des joueurs, là-dessus, Philippe, qui est un ancien joueur de haut niveau, pourra peut-être t'en parler mieux que moi, mais je trouve que les joueurs ont pris conscience de ça. C'est-à-dire que maintenant, ils travaillent quasiment 12 mois sur 12. Ils sont très à l'écoute de tout ce qui peut les faire progresser. Et donc ça, c'est un plus. Avant, on avait tendance à récupérer les joueurs hors de forme à la reprise. Il y a, je pense, une prise de conscience aussi des joueurs sur ce qu'ils doivent faire tout au long de l'année. D'accord. Franck, toi qui es là avec Pascal depuis longtemps, est-ce que tu as la même conception que lui ou est-ce que c'est à son contact que tu as été dans la même vision ou voilà, je te laisse nous répondre vis-à-vis de ça. Non, effectivement, j'ai tout à fait la même conception que Pascal. Voilà, c'est très simple, hein, on parle de partage. Dans notre jeu, il y a beaucoup de partage. Donc ça, c'est clair et net. Moi-même, je partageais ce partage. Donc, c'est sûr que j'ai appris beaucoup de choses auprès de Pascal et que c'est sûr que quand on est un staff, en fait, on se fait réfléchir les uns et les autres ou les uns aux autres. Des fois, on peut arriver avec certaines certitudes et puis finalement, en écoutant, en mettant des choses en place, on évolue en fait. Et c'est la grande force de ce staff, c'est qu'on est tout le temps en perpétuelle évolution. Donc, il n'y a pas un membre de ce staff qui pense avoir inventé le basket. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Donc, oui, je partage complètement la philosophie de Pascal. On aime le jeu léché, on aime le jeu collectif. Moi, j'adore ça. Lui, c'est son fonds de commerce, hein, Pascal. Et je pense qu'on a une équipe, on a un jeu qui nous représente, nous, personnellement. Donc, et surtout, on a un jeu qui évolue parce que nous voulons évoluer et nous voulons faire évoluer le jeu.
Donc oui, je partage complètement sa philosophie. Et puis, comme je dis, on s'apporte tous avec nos différentes expériences. Moi, avant d'arriver à Nanterre, j'ai coaché un petit peu en Pro B. J'étais assistant en Pro à l'époque, en 2000, de l'équipe du Paris Saint-Germain Racing, tout ça. Donc, je suis venu avec des choses que je connaissais. Et puis finalement, l'un dans l'autre, on a réussi à trouver une espèce de méthode, une espèce de philosophie. Mais c'est surtout, on s'est collé à la philosophie de Pascal et elle est exactement celle que moi je recherche. Je ne me vois pas travailler pour quelqu'un d'autre qui aurait une philosophie différente de la nôtre aujourd'hui parce que je ne saurais pas faire. En fait, en réalité, je ne saurais pas faire autre chose. D'accord. Vincent, toi? La même question, je suppose. Moi, par rapport à mon rôle, c'est vrai que il y a une vision un peu différente, mais c'est vrai que j'étais étudiant moi avant d'arriver au club et j'ai tout découvert du monde professionnel, à Nanterre. J'ai eu une expérience notamment avec Christophe Denis à l'époque au Paris Basket Racing, au centre de formation. Mais là, ça remonte à pas mal d'années maintenant. Et moi, je me régale parce que c'est vrai que cette philosophie, donc, se partage dans le jeu, dans le groupe, c'est une vraie aventure. Mais au niveau du jeu, je me régale en tant que préparateur physique. Ce jeu avec beaucoup d'intensité, ce jeu avec beaucoup de spectacle. J'ai un rôle très important à jouer là-dedans, à savoir de faire en sorte que les joueurs aient du rythme déjà. Sinon, malheureusement, les coachs ne peuvent pas mettre leur jeu en place, et de la dureté aussi pour que les joueurs puissent répondre à répondre à leurs exigences au niveau défensif notamment, et puis dans l'enchaînement des matchs. L'enchaînement des matchs, elle est très importante pour nous. On a un jeu où qui fait dépenser aux joueurs beaucoup d'énergie, et ça me plaît parce que je sens que j'ai une carte importante, enfin j'ai un rôle important dans cette organisation, et du premier jour de la préparation et jusqu'aux dernières échéances de la saison. Et toi, Philippe, du coup? Effectivement, comme ils l'ont tous dit, surtout Vincent, Franck et moi, pour adhérer à un staff, il faut avoir la même philosophie ou tout du moins adhérer au projet de jeu qui est mis en place par le coach principal, tout en essayant d'amener nos points de vue, nos expériences. Et c'est vrai que le fait que moi, j'ai été ancien joueur et j'étais aussi quelqu'un qui était tourné beaucoup vers les autres et au détriment de mes statistiques, au détriment de ma personne, ça a fait que je m'y retrouve complètement. Et cette expérience aussi d'ancien joueur, c'est peut-être ce qui manquait et qui va faire que je vais être assez pertinent des fois auprès des joueurs, essayer de voir leur ressenti, de pouvoir aussi passer un message auprès du staff ou vice-versa, passer un message auprès des joueurs. Mais il est inconcevable pour les assistants de faire partie d'un staff et de ne pas avoir la même vision et le même projet de jeu. Sinon, à un moment donné, on va rentrer en désaccord, donc tout simplement. Et c'est vrai que le jeu à nantérien, il n'est pas fait. Moi, j'ai eu la chance de jouer contre Pascal, même quand il était en National 2 à l'époque. Et le jeu de Nanterre était tout aussi attrayant et un jeu tout aussi rapide et excitant en National 2, en National 1. Donc maintenant, faire partie de ce staff-là, c'est un petit peu la même vision que je conçois du jeu moderne, en fait. D'aller plus vite, de prendre des décisions rapides et surtout qu'il y ait un partage constamment, que ce soit au sein du staff ou à l'intérieur de l'équipe vis-à-vis des joueurs. Et quand ça arrive, je pose la question à tout le monde, mais Pascal qui est là aussi parmi nous, la richesse d'un staff, c'est qu'à un moment donné aussi, on peut avoir des visions différentes.
C'est Tout à fait. ce qui fait la richesse d'un groupe d'ailleurs, hein, qu'à un moment donné, on ne soit pas d'accord. Quand il y a un désaccord entre vous, comment ça se passe? Déjà, bon, ils sont flatteurs par rapport à ce qu'ils viennent dire tous les trois, mais je pense que moi aussi, je m'enrichis de ce qu'ils me proposent, parce que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que aussi bien Franck, Vincent que Philippe, moi, ils me donnent des informations qui m'apportent et qui me permettent de prendre les bonnes décisions, j'espère. Donc, quand il y a des désaccords, déjà, je pense que la première chose, c'est de prendre le temps de s'écouter, de voir pourquoi on est en désaccord. Des profonds désaccords, il y en a vraiment pas beaucoup. Après, des discussions animées où on échange, je pense que c'est capital pour moi. Après, le propre d'un staff, c'est justement maintenant, ce qui est bien, c'est qu'à travers mon expérience en équipe de France, je suis de l'autre côté, c'est-à-dire que je suis assistant de Vincent Collet. Donc, quelqu'un qui est assistant ou comme Vincent, il faut être en capacité de proposer sans non plus noyer le coach avec une multitude d'informations et puis lui laisser une certaine forme de tranquillité. Donc là-dessus, Franck, Philippe et Vincent le font. Donc des profonds désaccords, je considère qu'il n'y en a pas beaucoup. Après, ce qui est important, c'est qu'on a des caractères différents. Et ça, c'est une richesse. C'est-à-dire que aujourd'hui, mettons, en ce qui concerne Franck et Philippe, Philippe, avec son côté joueur, va peut-être être plus, quand je dis conciliant, va comprendre certaines réactions de joueurs. Franck et moi, on va être peut-être moins tolérant avec certaines réactions et plus dur. Donc le mixte de nos caractères fait que c'est bien. De temps en temps, c'est peut-être plus Franck ou moi par rapport au fait qu'on va être pas tolérant. Peut-être à ce moment-là, ça sera bien. Et de temps en temps, je pense qu'ils ont besoin aussi de Philippe, l'ancien joueur, qui va leur dire bon là, t'aurais peut-être pas dû faire ça, mais voilà, travail. Donc, on n'a pas vraiment de gros désaccords. On n'a pas vraiment on a des échanges. Ça peut être aussi sur les stratégies défensives. Donc, comme l'a dit Franck au début, nous, il y a deux manières de voir, notamment les aspects défensifs. C'est-à-dire qu'il y a, et Dieu sait qu'ils le réussissent et qu'ils le font très bien, il y a des équipes comme Dijon où ils ont une philosophie de jeu très prononcée défensivement et ils sortent pas beaucoup de leur créneau et encore une fois, hein, ils le font très très bien. Et puis après, nous, on est plus dans le scouting et on peut modifier, bien sûr, il y a une défense de base, mais en fonction des adversaires, on modifie pas mal de choses, on peut modifier pas mal de choses défensivement. Donc vous vous doutez bien que ça ne peut se faire que lors d'échanges. Et après, c'est moi qui, en dernier ressort, dit on fait comme ça. Mais il y a pas de désaccord profond, beaucoup d'échanges. Et dans les échanges, forcément, on n'est pas toujours d'accord. Et après, le rôle du coach, c'est de prendre lui la décision et surtout d'assumer, parce que une fois qu'on a pris la décision, au cours de maintenant ma longue carrière, suite aux échanges de mes assistants, j'ai souvent pris les bonnes décisions parce qu'on a gagné beaucoup de matchs. Des fois, j'ai pris les mauvaises décisions. Et puis, il faut être en capacité de faire son autocritique après chaque match où on est passé à travers et puis essayer de voir, de faire en sorte que ça se renouvelle pas. Alors avant de passer à la question de la construction du staff et de l'équipe, on a une question Facebook, donc de Lucas Foncel. Comment se déroule la préparation quand Pascal est absent? Franck, je te laisse démarrer. Eh ben, tout à fait. Donc, quand Pascal est absent, en fait, donc avec Philippe et Vincent, donc on prend le groupe en main. Bien sûr, avec Pascal, on a, comment dirais-je, déjà on a une habitude de travail dans un premier temps. Par exemple, sur une reprise de pré-saison, on sait que Vincent va beaucoup intervenir au départ. Puis petit à petit, Philippe va rentrer dans les entraînements individuels. Et puis petit à petit, on va rentrer effectivement dans les entraînements individuels, mais pré-collectifs et collectifs. Bon, voilà. Donc, c'est déjà
comme ça fait longtemps qu'on travaille ensemble avec Pascal, on sait déjà à peu près la trame qui va y avoir. Après, par exemple, la saison passée, Philippe a pris les choses en main. Philippe s'occupe essentiellement, donc, en dehors du travail individuel, il s'occupe de la partie offensive avec Pascal. Donc, il y a tout un collectif offensif à mettre en place, surtout quand vous avez 90% de l'effectif renouvelé. Donc, et puis notre jeu, aujourd'hui, c'est quand même un jeu d'attaque, quoi, hein. Donc, c'est Philippe qui met en place les choses en fonction de ce qui a été décidé donc avec Pascal, que ce soit sur les formes de jeu, sur la façon de faire le pré-collectif, etc. Moi, derrière ça, évidemment, on se partage avec Philippe au niveau des séances dans la semaine pour faire un planning pour qu'il y ait aussi évidemment des aspects défensifs, évidemment, les bases défensives de notre jeu défensif, mais toujours sous l'égide de Pascal. On lui fait un débrief de chaque séance, chacune des séances, donc bien sûr par WhatsApp. Il y a aussi la possibilité pour Pascal de voir les entraînements par Keymotion, hein. On a une caméra qui est fixe, qu'il y a dans toutes les salles de Jeep Elite et de Pro B. Donc, il peut se connecter partout dans le monde sur sa tablette et il peut, si les fuseaux horaires le permettent et si les entraînements le permettent de son côté, pouvoir avoir un œil un petit peu, et ça, c'est quand même assez exceptionnel, sur à peu près la séance. Et après, on débriefe un petit peu avec lui. On débriefe aussi beaucoup avec Pascal sur les nouveaux joueurs, parce que je viens de vous dire qu'on régulièrement, on change entre 70 et 90% d'effectifs. Donc, Pascal aime bien connaître un petit peu ces nouveaux joueurs, alors à distance, mais comment ils réagissent aux différents, comment dirais-je, aux intervenants, que ce soit dans le physique, donc ça, il voit ça avec Vincent. Avec Philippe, il nous parle de la partie offensive collective, moi, comment ils réagissent défensivement, etc. Alors, c'est vrai que sur cette période, il n'y a pas trop de travail vidéo. Ça peut nous arriver d'en faire sur certains matchs amicaux si on juge que dans l'engagement, dans la performance individuelle, dans la mise en place de certaines choses, ça n'a pas été. Ça nous arrive de faire un peu de montage vidéo, on commence déjà à en faire. Mais là, ce n'est pas sur le scouting, c'est sur le feedback du travail effectué et du match réalisé. Voilà. Donc, voilà comment on travaille à distance. Et comme Philippe s'occupe de la partie offensive, c'est plus facile, moi je trouve. Et là, il n'y a pas du tout une question d'ancienneté, pas ancienneté, etc. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. C'est le groupe qui est le plus important. C'est Philippe qui coach les matchs amicaux, puisque, encore une fois, vraiment, véritablement, notre jeu, notre identité de jeu, elle est sur la partie offensive. Ces dernières années, et depuis qu'on est dans la Ligue nationale de basket en Pro B ou en Pro A et Jeep Elite, on fait partie régulièrement on est dans les 5 meilleures attaques du championnat. Et ça, depuis 14 ans, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est Philippe qui prend en charge l'équipe sur le coaching des matchs. Et c'est mieux comme ça. Et moi, je suis derrière en retrait, je fais mon travail défensif pour avertir les joueurs s'ils sont dans les consignes, pas dans les consignes défensives. Voilà comment ça se passe. Philippe, Vincent, vous voulez ajouter quelque chose à cette belle réponse de Franck? Philippe, je t'en prie. Ce qui est vraiment essentiel quand Pascal n'est pas là, c'est surtout bien planifier. Que ça soit planifié en amont avec Pascal, comme disait Franck, les systèmes qui doivent être mis en place en début de préparation, en milieu de préparation, en fin de préparation. Voilà, pour que quand Pascal va arriver, qu'il n'y ait pas un retard à l'allumage. Forcément, bon, il y a beaucoup de facteurs qui, pendant la préparation, malheureusement, il y a des risques de blessures, même en étant très pointilleux sur la préparation physique, parce qu'il y a des choses qu'on contrôle seulement les joueurs quand ils arrivent. À partir du moment où ils arrivent, on a un meilleur contrôle, mais tout ce qui est fait avant et a posteriori, s'ils ne l'ont pas fait, on ne peut pas le contrôler. Donc, généralement, il y a des joueurs qui arrivent avec une prise de poids, donc il n'est pas évident aussi d'avoir une bonne préparation linéaire, si je puis dire.
Mais c'est vrai que l'échange et la planification, elles sont primordiales, surtout quand l'entraîneur en chef n'est pas là. Donc, ce qui est bien, c'est que je connaissais bien Franck avant. Je savais que l'importance qu'il y avait de Vincent au sein du groupe et le travail qu'il effectuait, de la même manière avec Franck. Donc, continuellement, tous les jours, on fait un retour, que ce soit après la séance ou avant la séance. On essaye vraiment d'être rigoureux sur la planification et ça, je pense que c'est essentiel pour qu'on puisse après amener un meilleur compte rendu et résumé à Pascal qui est loin, qui est aussi, lui, dans la préoccupation et de la compétition dans laquelle il était l'année dernière, par exemple, au championnat du monde. Donc, effectivement, on essaye de lui amener le maximum d'informations, mais en essayant aussi d'être clairvoyant par rapport aux échanges qu'on peut avoir au sein du staff. Si je peux me permettre, ce qui est difficile pour… déjà, la première chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir confiance. Donc moi, quand je pars, j'ai confiance dans mon staff. Après, parce que y a beaucoup de compliments de fait, mais moi, je suis quelqu'un de très anxieux. Donc, ça veut dire j'ai toujours été anxieux par rapport à ça. Donc, déjà, en temps ordinaire, quand je suis là en préparation, je suis anxieux par rapport à comment l'équipe va être capable de se mettre en place. Je suis très observateur par rapport aux nouvelles recrues. Donc, naturellement, comme ça, c'est déjà difficile pour moi. Donc, au-delà du travail qui est réalisé par mon staff, qui est de qualité, quand vous êtes à des milliers de kilomètres, vous êtes encore plus anxieux parce que vous n'avez pas à travers les infos, c'est pas suffisant, même s'ils sont pertinents et qui me donnent le maximum d'infos. Et donc, à partir de là, je crois que Vincent Collet l'a exprimé à travers les retours qu'il vient de faire. Quand aussi, même si le travail a été bien fait en préparation, quand vous revenez au niveau du staff comme ça a pu se passer cette année, il faut se réadapter. Les joueurs ne vous connaissent pas vraiment humainement quand c'est des nouveaux. Vous les connaissez pas, donc il y a un retard à l'allumage. Donc c'est pas toujours évident à faire. Et puis il faut réussir justement à minimiser le fait que je sois pas là. Encore une fois, c'est pas lié au travail fait par le staff qui est de qualité, c'est que forcément on perd un petit peu de qualité. Je crois que cette année, sur les 4 coachs qui étaient à la Coupe du Monde, Vincent a eu du mal au départ. Moi, j'ai eu du mal avec Nanterre. Rudy Nellum a eu encore plus de mal avec Poitiers. Et il n'y a que Laurent Foirest, on va dire, qui a sauvé les meubles en début de saison et qui s'en est bien sorti. Donc, parce qu'il a gardé aussi un effectif. Déjà, il avait gardé un noyau dur, ça aussi, contrairement à nous ou à Strasbourg d'ailleurs. Voilà, donc nous, comme l'a souligné Franck, comme on fait souvent des bonnes saisons, on aimerait bien garder une majorité de joueurs. Mais l'année dernière notamment, c'était telle prétention salariale sur des joueurs comme Palsson, des joueurs comme Gamble, des joueurs comme Sangline, qu'on est obligé de tout reconstruire. Donc quand vous reconstruisez un groupe de 9 nouveaux joueurs, forcément c'est pas évident. Et quand vous n'êtes pas là et que vous voyez ça de loin, c'est encore moins évident. Et comme je viens ça a fait rire Christophe, et comme je suis naturellement très anxieux en début de saison, voire un peu trop nerveux, ça peut engendrer du stress. Voilà. Mais petite parenthèse, parce que on parle de planification et on a beaucoup évoqué les facteurs de performance. On a parlé de la préparation physique, du technico-tactique, des facteurs environnementaux aussi qu'il faut gérer pour qu'une équipe puisse performer. Il manque des membres du staff de Nanterre. Je pense à Guy, l'intendant, évidemment Nico Barthes, qui est le kiné du club, donc le staff médical. Mais cette période qu'on vient de traverser, cette crise sanitaire, Vincent, quand on parle de planification de la pré-saison, ça va être quelque chose qu'il va falloir prendre en considération. Là, c'est une nouveauté qu'il va falloir gérer, justement. Tout à fait. Avec la crise sanitaire, comme tu viens de souligner, le monde du sport professionnel, collectif,
s'est arrêté pendant des mois et des mois. Et c'est vrai que personne n'a été préparé à ce type de situation. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est les championnats qui ont repris en premier, à savoir le championnat de foot allemand, où déjà des études ont été faites qui ont montré, sans surprise, que le taux de blessures par match avait fortement augmenté, doublé, voire triplé, même après le 5e match de championnat. Donc, même après le 5e match de reprise, suite à l'arrêt du championnat, les taux de blessures étaient supérieurs de x2 ou x3 par rapport au stats d'avant Covid. Et ça veut dire que même dans un contexte où les clubs, les structures, les staffs, les moyens sont décuplés, et ils rencontrent des grands problèmes. Donc, nous, ça doit nous alerter, même si on n'avait pas besoin de ça, pour se rendre compte que la façon dont on va gérer ce problème et cette pré-saison va être primordiale pour les résultats et les résultats profonds du club. Les joueurs se sont arrêtés pour la plupart pendant 3 mois. Alors, ils ont fait des programmes physiques individuels. Là, je parle de l'ensemble des joueurs et puis après, je reviendrai un petit peu pour expliquer comment moi je fonctionnais. C'est vrai que les joueurs ont arrêté de pratiquer leur activité, le basket, faute d'accès aux structures. Je vous parle même pas de l'opposition qui a été inexistante pendant pas mal de temps, et je crois même qu'encore aujourd'hui, au niveau loi du ministère des Sports, c'est encore interdit le sport d'opposition. Peut-être que ça a changé ces derniers jours, je sais pas. Toujours est-il que on est face à un phénomène inhabituel et nouveau. Qu'est-ce qui doit se passer? Aujourd'hui, on essaye de compenser, de combler et de se préparer au mieux. La première chose, c'est que nous, par rapport à ce renouvellement d'effectifs, il y a 2 joueurs qui sont restés sous contrat pour la saison suivante, enfin, globalement, dans un premier temps. Et ce sont des joueurs qui sont très autonomes pour la plupart. Eux, ils sont arrivés il y a 1 an au club. Et avant d'arriver, ils avaient déjà une façon de travailler et ils se sont arrivés à un certain niveau de performance grâce à des méthodes d'entraînement. Donc eux, ils ont été très autonomes, très sérieux et très structurés dans leur approche. Travailler avec un préparateur physique qu'ils connaissent au quotidien, depuis longtemps. Et j'ai pris un peu du coup le contexte de chacun pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et je les ai laissés du coup de façon autonome en leur demandant déjà dans un premier temps ce qu'ils faisaient. Donc ils m'expliquaient globalement, mais aussi précisément tout ce qu'ils faisaient. Et moi, mon objectif, c'était de voir ce qu'ils faisaient de bien. Donc ils ont bien travaillé pour la plupart, mais voir également les petits manques. Et là, mon rôle, c'est de leur dire attention, c'est très bien tout ce que tu as fait, fais peut-être un peu attention à ci et à ça. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, donc au-delà des notions d'incertitude créées par la notion d'opposition qui n'existe plus actuellement et qui va, suite à cet arrêt, va être très difficile à reprendre le cours et à dominer tous ces aspects et ses conséquences. La notion que je note aujourd'hui, c'est que les joueurs ils font très peu d'efforts, pas pour la plupart, mais très peu de sprint et d'accélération, de sprint. Ils sont toujours dans le renforcement musculaire global. Ils sont toujours dans la notion de course, peut-être sur le foncier, voire sur l'intermittent, mais très peu de sprint, d'accélération sur des très courtes distances, mais qui peut mettre en difficulté leur système musculo-tendineux lorsqu'ils vont reprendre l'activité. Donc, lorsqu'ils vont se confronter à ces aspects-là lors des entraînements, mais aussi lorsque la fatigue va apparaître. Et donc, par rapport à tout ça, je leur donne donc des retours. Ensuite, j'en parle depuis quelques temps maintenant au staff. Il faut se préparer à cette pré-saison. Elle doit être forcément plus longue que les précédentes. Elle doit être plus progressive. Elle doit également être orientée davantage dans un premier temps sur un travail de prophylaxie, de prévention de blessures avant de penser ou d'espérer ou de rêver de développer les qualités physiques des joueurs, parce que sinon, il va y avoir beaucoup de casses. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle, Pascal, tu vas devoir jongler. Parce que l'équilibre, il y a des dominantes, je suppose, en pré-saison comme pendant la saison. Un travail sur une semaine, par exemple, qui sera un peu plus axé sur le physique, une autre semaine qui sera plus axée sur l'aspect stratégique. Imaginons 2 matchs par semaine avec la Coupe d'Europe. C'est quelque chose pour toi, Pascal, qui est difficile à gérer, ça, ce juste équilibre
la gestion des différents facteurs de l'entraînement? Oui, déjà en temps ordinaire, ça l'est, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, les techniciens, on a tendance à vouloir être vite rassurés sur la partie technique. Et donc forcément, on est souvent en attente. On essaye de donner du temps à Vincent pour qu'il puisse justement travailler. Donc là, forcément, à travers ce qu'on vient d'expliquer, il faudra plus de temps sur les aspects physiques et plus de précautions, même si en temps ordinaire, on en prend. Et là, c'est aussi dans la construction d'équipe quelque chose auquel j'ai pensé. Et c'est pour ça que, contrairement aux autres années, il y a moins de turnover, puisque on a gardé 3 joueurs de l'effectif de l'année dernière. Et on a considéré que le retour de Chris Warren et de Brian Coughlin, ça faisait que c'est sur un effectif de 10, on a 5 joueurs qu'on connaît, dont on connaît les qualités, donc on connaît les habitudes physiques et les qualités de basketteur. Donc c'est quelque chose que j'ai pris en compte par rapport à ce début de saison qui pouvait s'avérer compliqué. Donc on a essayé de s'adapter par rapport à ça. Mais oui, il faudra de toute façon aborder la reprise avec plus de précautions. Alors juste avant de répondre à David là, qui nous pose 2 questions sur Facebook et d'enchaîner ce live, Kevin, je crois que tu as quelque chose à nous dire. Bien sûr, j'ai quelque chose à dire. C'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. On reçoit le staff de Nanterre, mais aussi on a décidé donc avec Flo de vous offrir des écouteurs Bluetooth 5.0 waterproof, possibilité chargeur externe. Aujourd'hui, on fait 4 offres. On en donne 4. Aujourd'hui, comme ça, on vous envoie ça. Il n'y a pas de souci, on vous envoie l'invitation aussi à participer à ce live à la fin de ce live, justement. Et aussi, le but, c'est que vous devriez pouvoir y arriver, car c'est pas non plus difficile. Il va falloir envoyer un smiley basket, d'accord, sur les commentaires. Liker la page Facebook de SF Connexion Sport, celle de Nanterre si c'est pas fait. Et aussi partager ce live pour qu'on ait plus de monde et qu'on soit plus de fous, et plus de fous, plus on rit. Voilà. Parfait, j'espère que le message est passé pour tout le monde. Donc on a une question de David, enfin 2 questions de David. La première, elle est décision commune du staff également pour le recrutement ou se séparer d'un joueur, ou bien ça se passe qu'entre le président et le coach. Pascal? Alors ça se passe pas avec c'est un peu particulier à Nanterre, mais en tous les cas, c'est un peu ce que je disais, la responsabilité du recrutement et du sportif, il m'incombe totalement. C'est-à-dire que bien évidemment, le président est au courant de ce qui peut se passer, mais j'ai la responsabilité principale du recrutement. Il est clair que le président considère que si j'ai envie de conserver un joueur dans l'effectif, sous réserve bien évidemment des réalités économiques, ou de m'en séparer, c'est mon entière responsabilité. À partir du moment où il n'y aurait pas eu de problème extra-sportif, de comportement ou de choses comme ça. Donc après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime bien, autant je partage beaucoup avec le staff tout au long de la saison, mais j'ai besoin un petit peu d'être dans ma bulle pour le recrutement et de m'isoler un petit peu. Donc, je les consulte moins que pendant la saison. C'est peut-être un défaut, mais j'ai besoin d'avoir ma propre opinion. Voilà, je partage moins que pendant la saison en ce qui concerne le recrutement avec le staff, parce que voilà, je le sens mieux comme ça. Et je me suis aperçu que souvent, plus on prend d'avis, plus ça devient un peu compliqué. Donc après, vous savez plus trop ce que vous devez faire. Donc sur le recrutement, je délègue pas beaucoup. Après, j'ai le courage de dire quand ça se passe bien ou mal que si ça se passe mal, c'est ma responsabilité. Et puis si ça se passe bien, tant mieux. Mais c'est pas là où dans ce domaine-là où je délègue le plus. D'accord. Alors on a une question de David à nouveau.
Donc ça, je pense qu'elle est plutôt pour Vincent. Faut-il autant de temps pour retrouver une bonne forme physique que la durée d'arrêt due à la pandémie? On va avoir la réponse dans quelques mois. Je pense qu'il va y avoir forcément un retard à l'allumage pour de nombreux clubs, pour tous les clubs en fait. On peut pas espérer être prêt lors de la première journée de championnat, la première journée de championnat comme les années précédentes. C'est pas possible. Malheureusement, bon, les coachs c'est les premiers à le vouloir. Ils sont très exigeants et ils fixent la barre très haute. Mais moi, c'est vrai que je pense que dans un premier temps, on va voir lors de l'arrivée des joueurs leur forme physique, à savoir sûrement un surpoids chez certains d'entre eux, leur capacité de résilience, à savoir est-ce que chez certains, il va y avoir des risques de blessures prononcés en fonction des tests, des résultats des tests qu'on réalise. Et puis ensuite, par rapport à la progressivité qu'on va devoir mettre en place, forcément que le niveau athlétique optimal ne sera pas atteint avant un bon mois après le début de la compétition. Pour terminer, par rapport à mon idée, le niveau, comme il sera équilibré, parce qu'on est tous sur le même bateau, ça ne va pas forcément sauter aux yeux. Des équipes à 80%, si deux équipes sont à 80%, bien évidemment que la différence entre les deux ne se verra pas beaucoup. Mais c'est vrai que le spectacle, l'intensité va vraiment être à son apogée un peu plus tard, donc à 6 semaines, je pense. D'accord. Alors, Franck, comment toi tu es arrivé à Nanterre et être assistant de Pascal? Moi, en fait, c'est vrai que ce n'était pas prévu au départ. Je venais de terminer un contrat avec l'équipe de saut féminine, qui était donc à l'époque en NF1, mais la NF1, c'était la deuxième division chez les féminines. J'avais fait 2 ans à saut, et sur la deuxième année, on était censé monter en ligue féminine. Et puis le président a refusé la montée, du coup, moi, ça ne m'intéressait plus de rester. Jean Donadieu, notre président, et Pascal, quand ils ont vu que j'étais en fin de contrat, m'ont proposé de venir m'occuper du mini-basket, en fait, dans le club. Donc de l'école de basket, vraiment pour les enfants de 5 à 7 ans. Et puis ensuite, de m'occuper des U11, de labelliser l'école de basket, donc de m'occuper du dossier de labellisation pour que donc on ait cette labellisation auprès de la fédération. Donc j'avais la responsabilité de l'école de basket, des U9, des U11, voilà, et ça allait jusqu'au U15, mais voilà, essentiellement le mini-basket. Et puis il se trouve que donc j'ai commencé au mois de septembre 2005, me semble-t-il. Et il se trouve qu'au mois de décembre, Pascal a été gravement malade. Comme avec Pascal, on a passé le diplôme et que on se connaît depuis beaucoup plus longtemps que les 14 ans que j'ai fait au club, Pascal m'a proposé d'assister l'assistant de Pascal de l'époque pour que je puisse lui amener un petit peu mon expertise et mon expérience passée en tant que coach de Pro B et assistant coach de Pro A de l'époque. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pascal a été arrêté 2 mois dans ces eaux-là, de mémoire. Et à son retour, on a considéré qu'il fallait que je reparte sur mon poste, commencé au mois de septembre. Et puis finalement, il y a eu un petit concours de circonstances qui a fait que Pascal a souhaité que je reste avec lui. Et puis en fait, depuis cette date-là, on est resté ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis vraiment arrivé, à la base, c'était pas du tout convenu comme ça. Et puis, écoutez, ça fait 14 ans maintenant qu'on est l'un et l'autre sur comment dirais-je, l'expérience du club de plus haut niveau. Voilà. Donc, on a connu la montée en 2011 et on a connu
tous les titres avec Pascal et avec donc le staff qui est là aujourd'hui. Et toi, Vincent, comment tu es arrivé justement sur ce staff? Alors moi, avant d'arriver à Nanterre, bon, j'ai connu différentes expériences, que ce soit au niveau amateur, semi-pro et pro, en tant que stagiaire, hein, en tant que stagiaire sur les niveaux pro et en tant que intervenant principal dans mon domaine au niveau amateur. Et juste avant d'arriver, j'étais en stage dans le club d'Issy Moulineaux, d'ici Paris. Alors, ils ont changé de nombreuses fois de nom. Et c'était un club féminin de handball qui évolue toujours à Issy-les-Moulineaux. Et auprès du coach à l'époque, Arnaud Gandet, qui vient parfois nous voir, et de préparateur physique Arthur Yapo, qui est aujourd'hui en place au PSG handball. Et suite à ce stage-là, donc je cherchais une expérience et c'est le coach à l'époque du centre de formation, donc il n'y avait pas d'équipe espoir, c'était l'équipe cadet Alexandre McDoud, qui m'a tendu la main pour qu'on puisse travailler, que je puisse mettre un pied à l'étrier et que je puisse travailler avec lui sur les jeunes, donc au niveau élite de cette catégorie d'âge durant une saison. Et à la fin de la saison, bon, j'ai entendu dire qu'il y avait une réorganisation au niveau du staff et c'est vrai que je me suis rapproché à l'époque de Pascal pour lui proposer, d'échanger dans un premier temps pour voir s'il était possible de collaborer l'année suivante parce que j'avais plein d'ambitions et le club à l'époque étant en Pro B. Donc de fil en aiguille, après des échanges, on a commencé à travailler ensemble et oui, j'avais intérêt à ce que ça se passe bien parce que je pense qu'il m'aurait mis vite fait sur le côté avec mon expérience qui était très, très, très faible. Et suite au début de saison en Pro B de la saison 2010-2011, après avoir enchaîné 11 victoires, enfin, gagné 11 victoires sur 12 matchs, c'est vrai qu'on a commencé sur les chapeaux de roue et ça a facilité mon intégration au staff, dans le staff, pardon, et dans le club. Et à la fin de la saison, après notre promotion en Pro A, et j'ai signé mon premier contrat. Donc là, vous avez compris, il vous explique qu'on a commencé à gagner des titres quand il est arrivé. Vous avez entendu qu'il a dit on a gagné 11 matchs, donc c'est ça le secret de la réussite de Nanterre. Et toi, Philippe, comment tu es arrivé dans ce staff? Bah, écoute, je suis arrivé après une première expérience à Cergy-Pontoise. J'avais arrêté ma carrière de joueur, comme j'avais dit. J'ai été professionnel pendant 19 années. J'ai débuté au Paris Saint-Germain. C'est vrai que ma carrière a été relativement longue et qu'à un moment donné, il y a eu une opportunité pour coacher pour devenir coach principal d'une équipe de Cergy-Pontoise qui était en National 2 à l'époque. Et donc, comme on dit, hein, j'ai pris les rênes de l'équipe. Ça s'est plutôt bien passé pendant 1 an et demi, 1 an. Après, une deuxième année un peu plus compliquée. Bon, ils m'ont licencié. C'est vrai que j'ai été pendant des mois à la recherche de rebondir. Et c'est vrai que Pascal m'a fait la proposition d'élargir le staff avec justement le rôle d'être auprès des joueurs, de faire évoluer les joueurs. Et c'est vrai que moi, comme novice, comme coach encore jeune, j'avais une volonté d'être près du terrain, envie d'entraîner et donc forcément développer les joueurs encore plus. Donc voilà, l'arrivée. Après, bon, moi, malheureusement, j'ai pas gagné de titre encore avec eux, même si on a fait deux bonnes saisons, voire l'année dernière une très très bonne avec une demi-finale face à l'Asvel, une 3e place au championnat. Donc c'est vrai que c'était intégrer un staff de qualité avec un club qui corresponde à mes valeurs. Donc tu réfléchis pas trop à 2 fois. Alors justement, tu parles de valeurs. Quelles sont les valeurs humaines et sportives que dégage le club de Nanterre? Je vais laisser Pascal répondre en premier et puis
vous compléterez par la suite. On s'est déjà un petit peu exprimé là-dessus. C'est que les valeurs humaines, c'est faire en sorte que les gens travaillent dans un climat de sérénité et de confiance, tout en gardant notre identité. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, l'autre partie de la question, c'était sur humaine et quoi, sur quoi d'autre? Sur les valeurs. Les valeurs sportives ou les principes sportifs que vous mettez en place. Je pense qu'on sait déjà, enfin moi en ce qui me concerne, j'ai déjà répondu tout à l'heure à cette question. Moi je pense que pour être un sportif de haut niveau et pour être bien dans ses baskets ou un membre du staff qui donne le meilleur de lui-même, il faut qu'il sente autour de lui beaucoup de confiance. Encore une fois, beaucoup de confiance et à la fois beaucoup d'exigence. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Après, encore une fois, le président vient pas dans les vestiaires après chaque défaite, comme ça peut se passer dans certains clubs. Ça lui arrive de venir quand les attitudes n'ont pas été bonnes. Et souvent, c'est ce qu'on a aux joueurs qui arrivent et aux nouveaux joueurs. On leur explique qu'ils peuvent être mauvais un match, 2 matchs, pour éviter que ça dure trop longtemps. Tant que les attitudes sont correctes et que l'engagement est correct, c'est à nous de travailler avec eux pour faire en sorte qu'ils s'améliorent. Par contre, où on est vraiment intransigeant, c'est si on tombe sur des joueurs qui n'ont pas les bonnes attitudes, qui sont irrespectueux ou vis-à-vis de leurs coéquipiers ou vis-à-vis du staff. On est très, très intolérant, même certainement beaucoup plus intolérant que la plupart des autres clubs. Donc c'est cet ADN qu'on développe. Je pourrais citer des joueurs qui, dans leur vie de tous les jours, ont été en difficulté. Et puis on a essayé de leur tendre la main et de les aider au maximum. Je pense notamment l'année du titre, on avait un garçon comme David Laïti qui aujourd'hui a été joueur de la décennie en LNB. Sa maman était mourante aux États-Unis. Et on l'a laissé en pleine saison repartir 2 fois auprès de sa maman, auprès du chevet de sa maman. Pour nous, c'était quelque chose ça se discutait même pas. Mais quand on sent que des joueurs sont en difficulté humainement, on essaye de les aider. Je vais pas révéler au cours des différentes années ce qui a pu se passer, mais on est à l'écoute des joueurs humainement dans leur vie de tous les jours. Et je pense qu'après, c'est un côté paternaliste, mais je pense que ces joueurs-là, après, vous le rendent bien sur le terrain et donnent encore plus. Et aujourd'hui, c'est un peu l'illustration cette année. Ça explique, on m'a posé la question là dans les médias il y a 2 jours, ces multiples retours. C'est-à-dire que on s'aperçoit qu'au cours des dernières années, on a plein de joueurs qui sont partis du club, souvent pour avoir des contrats plus onéreux, mais qui n'oublient pas de revenir à Nanterre. On a Chris Warren, c'est la 2e fois qu'il revient là. On a Brian Coughlin, on a eu Butterfield, on a eu plein de joueurs comme ça qui ont fait le choix de revenir à Nanterre. Donc c'est faire en sorte qu'ils aient le maximum de confiance, de sérénité, et comme ça nous permet d'être plus exigeants avec eux. Voilà. D'accord. On a une question Facebook d'Héloïse Falex. Le recrutement pour la saison prochaine est très prometteur et fait vraiment plaisir avec le retour des anciens. Peut-on espérer revoir un ancien joueur au poste 1-2 comme Echo, par exemple, que ce soit sur la saison prochaine ou les suivantes? Alors, Echo, c'est un des joueurs qui a marqué l'histoire du club. Il l'a marqué en tant que basketteur et il l'a marqué en tant que personne, parce que ça fait partie pour un coach des grandes rencontres qu'on peut avoir, parce que c'est un garçon d'une intelligence exceptionnelle et c'est un personnage. Mais aujourd'hui, et je peux vous dire que je suis en contact très fréquent avec lui, aujourd'hui déjà dans la constitution d'équipe, on va pas... Christophe tout à l'heure disait qu'au niveau du poste 1 et 1-2 avec Chris Warren et Dallas Moore, on était plutôt bien outillés, ce que je pense. Donc il n'y a pas de place pour un garçon comme Elko Shafarzik, puisque là ça serait empiler les talents sur ce poste-là. Et la deuxième chose, pour bien discuter avec Echo,
C'est un garçon qui est né en 1984, qui va avoir 36 ans, qui a fait une saison à Hambourg cette année. Donc bien évidemment, il y a peu de chances qu'il rejoue avec le maillot de Nanterre. Et encore une fois, hein, c'est vraiment quelqu'un qui en 2 ans a fait rêver les supporters, nous a permis de gagner des titres. Et je vous dis, j'ai une relation très très fusionnelle avec lui. Après, parce que là, on a fait revenir 2 joueurs et je vous ai parlé des retours tout à l'heure. Il faut faire attention aussi, c'est-à-dire que faut pas faire juste des retours de joueurs si les conditions sportives ne le permettent pas, parce que du coup, une belle histoire, ça peut se transformer en quelque chose de moins bien. Donc aujourd'hui, c'est pas dans les plans que les Chafarzik reviennent à court terme et à moyen terme par rapport à ce que je vous ai dit, et même pour avoir échangé avec lui très très dernièrement, il est possible qu'à 36 ans, avec une blessure qui l'a éloigné des terrains l'année dernière, ça fait partie des éventualités, il mette un terme à sa carrière. Donc en tous les cas, de par la constitution de l'équipe là telle qu'elle est, il n'évoluera pas à Nanterre la saison prochaine. Même si, je vous dis encore une fois, je suis en contact avec lui très fréquemment. D'accord, merci pour cette réponse complète. Vincent, est-ce que en parallèle de la préparation physique, tu fais de la préparation mentale également? Pas du tout. Pas du tout. La réponse, elle est très courte. Et quel regard vous avez autour de la préparation mentale, Franck? C'est pas un sujet qu'on aborde souvent. Je pense que pour ce qui en est de la préparation mentale, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est plutôt un problème individuel. C'est-à-dire que si un joueur a besoin, ressent le besoin de faire appel à un préparateur mental, c'est plus personnellement. Et donc, il y en a certains qui voient ça avec leur agent, etc., qui prennent contact directement avec un préparateur mental et donc qui travaillent individuellement. C'est un apport externe au club et bien évidemment sous le contrôle du staff. Si quelqu'un, de mémoire, ça nous est jamais vraiment arrivé, mais bon, si ça arrive, bien sûr, Pascal est au courant et nous derrière, on est au courant de sa demande. Mais voilà, jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu intervenir pour tout le groupe. Ou bien sûr, il y a des gens qui nous proposent leurs services, mais encore une fois, je pense que c'est une demande personnelle que le joueur doit faire, et donc c'est lui qui, en général, se prend plus en main par rapport à ça, quoi. D'accord. Et toi, Philippe, quel regard tu as vis-à-vis de ça? Je pense que c'est un des nouvelles approches aussi qui font qu'on peut augmenter le rendement individuel, en tout cas, son rendement individuel. Alors, le fait que je sois assez proche des joueurs, en fait, ou que je les ai en groupe réduit ou voire en intimité, et le fait aussi de mon expérience, parce que moi, j'ai eu en fait une expérience qui m'a fait vivre certaines situations. Et ici, j'ai vraiment aucun problème pour dire ça. J'ai connu quasiment tous les rôles dans une équipe, que ça soit d'un rôle très important, d'un joueur, même voire le plus important de l'équipe, à un rôle de remplaçant et d'un rôle peut-être secondaire. Mais tout le monde a son importance. Et le fait d'avoir vécu certaines situations me faut comprendre effectivement pourquoi des joueurs peuvent réagir d'une telle manière. Et moi, j'essaye un petit peu de leur faire partager mon expérience, mon vécu. Dans l'entraînement individuel, par exemple, il y a une notion qui est importante. Comment Laou Konaté, par exemple, il passe de l'année avant que j'arrive, en fait, il était en dessous des 30% de réussite à 3 points ou quasiment à 32 ou un truc comme ça. Mais ce n'était pas un shooter. Comment il le devient? En créant des routines, en lui amenant de la confiance. Et tout ça, ça se travaille. Ça se travaille par des exercices qu'on met en place, par la communication, par aussi, à un moment donné, qui est une autre approche et que la frustration ne prenne pas le dessus. Parce que quand un joueur commence à se frustrer, forcément, il va perdre de la concentration. Il va baisser le taux,
au niveau de la vision et de la concentration, il va le baisser tout simplement. Donc, moi, dans mon domaine, j'essaye justement d'amener des choses aux joueurs, mais maintenant, je ne vais pas remplacer le rôle d'un coach mental ou d'un psychologue, attention. Mais le fait d'avoir vécu certaines situations peut me permettre d'essayer de les conseiller. Voilà. Après, je pense que par rapport à la préparation mentale, déjà de plus en plus, on s'aperçoit que les joueurs, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à une prise en main, quand ils en éprouvent le besoin maintenant, avec leur environnement, ils font appel directement à un préparateur mental. Il y a pas mal de joueurs qui le font. Après, nous, dans notre management et dans la manière de fonctionner à Nanterre, tout à l'heure, j'ai dit qu'on faisait attention à l'humain et qu'on était assez proche des joueurs. Moi, je pense que toutes les méthodes sont bonnes. Vous avez des coachs qui pensent qu'il faut garder une grande distance et très peu de communication avec les joueurs, voire pas du tout. Moi, j'ai plutôt cette sensibilité de partager des choses avec les joueurs, de les convoquer dans mon bureau le soir quand ça va pas après un entraînement. Donc, je pense que c'est aussi lié au management qu'on peut avoir par rapport au groupe. Donc, nous, on essaye d'avoir un management assez proche des joueurs. Je sais qu'il y a des coachs qui veulent pas de ce genre de management. Donc, c'est lié aussi à la personnalité du coach et du staff. Donc, c'est pour ça que à travers Philippe, à travers Franck, à travers Vincent, à travers moi-même, j'estime qu'on est dans le dialogue avec les joueurs et donc peut-être qu'ils éprouvent moins le besoin d'avoir quelqu'un comme un préparateur mental, alors que dans d'autres clubs où les discussions, le dialogue est beaucoup plus difficile, peut-être que c'est plus indiqué qu'il y ait un préparateur mental. Ouais, on est plus. C'est vrai que dans notre mode de fonctionnement, Pascal, et moi j'ai quand même la chance de pouvoir bien vous connaître tous. On est plus dans le management de groupe en fait. On fait un travail sur les attentes mutuelles. On met un projet de jeu en place, on définit les rôles de chacun et on est très attentif à l'acceptation de ces rôles-là. Donc on est là, c'est vrai. Les staffs sont dans la dynamique de groupe, voilà, dans la cohésion, dans l'alchimie, dans la hiérarchie, etc. Et beaucoup moins, comme peut le faire Vincent sur la préparation physique, sur l'individualisation de la préparation mentale. C'est des choses qui se font effectivement un peu plus en externe. Mais cette dimension collective, elle est très importante dans notre activité. Et c'est des choses qu'on fait plutôt bien. La preuve en est, Franck, c'est que très souvent, mais toi aussi, Pascal, comme nous tous d'ailleurs, nous sommes souvent sollicités par le monde de l'entreprise pour intervenir auprès de cadres ou de salariés, peu importe, sur cette gestion managériale de la performance, la gestion du stress, la routine, de se confronter aux défis, à la maîtrise de ce que l'on fait, etc. C'est vrai que le monde de l'entreprise fait très souvent appel à nous pour, à un moment donné, diffuser une espèce de savoir. Bon, voilà. Donc, sans être de grands spécialistes, on fait, quoi qu'il arrive, de la préparation mentale au quotidien. Ça, c'est mon avis. Pouvez-vous nous parler maintenant de la planification de la reprise? Comment est-ce que, même si c'est difficile de quantifier, comment est-ce que vous organisez le travail défensif, le travail offensif, la préparation physique, et puis une planification annuelle? Philippe, tu peux démarrer si tu veux. Déjà, on essaye de faire une planification en fonction du nombre de matchs. Déjà, tout ce qui est sur la pré-saison, on détermine déjà un nombre comme disait Pascal tout à l'heure, il n'est pas évident à Nanterre de garder les joueurs parce que c'est une équipe qui gagne beaucoup et donc il est difficile de créer un collectif rapidement. Donc déjà, c'est en fonction d'essayer de déterminer le nombre de matchs que nous allons faire pendant la préparation. Ensuite, il y a effectivement, avec beaucoup d'échanges avec le staff, et là, souvent, la première partie va intervenir Vincent, et où il va, avec l'enchaînement, comme on disait tout à l'heure, l'enchaînement de la Coupe d'Europe et du championnat, effectivement que physiquement, il faut qu'il soit opérationnel
pour encaisser la dose d'entraînement, la dose de match, la dose de voyage que nous allons avoir et le nombre de kilomètres que nous allons avoir dans les pattes. Donc tout ça, on essaye vraiment avec beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, d'essayer de bien planifier tout ce qui est le travail physique dans un premier temps. Et dans la suite, généralement, là, on part sur… bon, là, cette année, ça va être différent. Comme disait Vincent, avec le Covid, là, ça va être différent. Mais généralement, on part avec 7 semaines de travail. 7 à 8 semaines de travail, généralement. Voilà. Et là, on y met… l'année dernière, on a mis autant de doses, si je puis dire. On a fait à peu près 60% d'aspect offensif et 40% d'aspect ou 45%, 55% d'aspect défensif. Bien sûr, on allie aussi le travail physique en amont. Ensuite, pour nous, il est difficile de faire une planification annuelle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un effectif surdimensionné, on n'est pas le rugby, on n'est pas le foot, où eux déterminent très clairement des cycles de travail. Ils fonctionnent beaucoup par mésocycle d'ailleurs. Et là, ils déterminent tout ce qui va être un travail offensif ou défensif, la planification aussi en termes de tous les aspects physiques, quand est-ce qu'ils vont travailler la force, la résistance, etc. Et nous, au basket, il est difficile d'avoir une planification aussi longue. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'on ait un joueur ou 2 joueurs qui soient blessés, et des joueurs majeurs, que notre planification, elle va devoir complètement changer. Voilà. Et donc, nous, on fonctionne à Nanterre, depuis mon arrivée, on fonctionne vraiment la semaine, quoi. Surtout bien planifier la semaine, pour qu'on puisse avoir après, comme disait Pascal, le meilleur rendement des joueurs. Voilà. Que ça soit sur l'aspect physique ou technique ou tactique. Voilà. On essaye vraiment d'avoir une bonne planification hebdomadaire, si je puis dire. Pascal, Franck, Vincent, vous voulez ajouter quelque chose? Non. C'est complet, Philippe. Peut-être Vincent. Moi, je veux bien. Vas-y, Vincent. Ok, écoute, moi, en ce qui concerne la planification de la pré-saison, c'est vrai que dans mon domaine, j'ai un rôle majeur. L'objectif, c'est de permettre aux coachs de pouvoir avoir leur effectif qu'ils ont construit en totalité, ou avoir le maximum de joueurs en leur possession, et avec le meilleur état de forme, bien évidemment, pour qu'ils puissent appliquer leur système et leur philosophie de jeu. Et c'est vrai que du coup, la pré-saison est très importante. Et par cela, il y a plusieurs étapes. Et la première, c'est la phase de découverte, notamment avec les nombreux joueurs qu'on a assez souvent au début de chaque saison. Une phase de découverte pour identifier un peu déjà chez les joueurs leur état de forme. Est-ce qu'ils se sont un petit peu laissés aller pendant l'été ou pas? Ça, on peut le définir par une masse corporelle plus importante que d'habitude, une masse grasse plus importante. Voilà, leur capacité à ne pas se blesser grâce à des tests. On peut identifier si, en plus des facteurs basket et des facteurs qui peuvent être générés par l'activité, si à travers leur organisme, leurs habitudes, leur déséquilibre et la qualité des mouvements qu'ils ont dans leur déplacement et leur saut, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut déceler pour identifier des risques de blessure? Et ça, lorsque je le fais, ce que je trouve, je communique beaucoup aux coachs dans leur ensemble et au staff médical, donc Nico, pour adapter, anticiper et proposer des stratégies avec des entraînements supplémentaires individuels, notamment pour les joueurs majeurs, je sais qui pourraient être sursollicités par rapport à notre double compétition. Donc, il faut anticiper. Cette phase de découverte est très importante. Ensuite, cette phase de découverte, c'est sur les 3-4 premiers jours, avant de mettre en place des stratégies. Ensuite, il y a une phase d'adaptation durant cette pré-saison, où on fait en sorte que les joueurs, progressivement, se développent et encaissent les charges pour faire en sorte que leur système musculo-tendineux ne pète pas à un moment donné. Une fois qu'on a passé cette étape,
vient l'étape de l'augmentation du volume de l'entraînement avec des charges qui sont plus importantes. Alors, pardon, des charges de l'entraînement avec des volumes, des temps de séance, un nombre de séances plus important et également une intensité qui monte crescendo. Et à l'approche de la compétition, parce que nous, on est depuis maintenant 8 ans, on participe à des programmes avec des volumes, des temps de séance, un nombre de séances plus important et également une intensité qui monte crescendo. Je m'entends en écho là. À l'approche de la compétition, parce que nous, on est depuis maintenant 8 ans, on participe à des programmes avec des volumes, des temps de séance, un nombre de séances plus important et également une intensité qui monte crescendo. Je m'entends en écho là. À l'approche de la compétition, parce que maintenant je crois que Kevin a géré, c'est bon. C'est bon? Donc, j'étais sur la troisième étape, à savoir l'augmentation des charges. Elle est primordiale parce qu'il faut pas être en sous-entraînement. C'est vraiment le moment de l'année où on va développer les qualités physiques des joueurs et on va développer aussi leur solidité pour encaisser ces charges d'entraînement et également l'accumulation des matchs et de la fatigue. Donc, cette période, elle est très importante dans la mesure où il faut beaucoup travailler sans les péter. Et arrive la période proche des compétitions où là, il faut vraiment décharger concernant le volume, mais par contre, conserver un niveau d'intensité important. D'accord. Dernière question avant de clôturer ce moment super sympa et prestigieux. Est-ce que vos plays offensifs ou vos manières de défendre et votre identité nantaire se découlent chez les jeunes et sur tout l'ensemble du club? Évidemment à degré moindre, hein, avec les plays offensifs ou les mouvements défensifs que vous mettez en place, mais est-ce qu'il y a des notions qui se retrouvent chez les jeunes? Franck? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que on essaye d'avoir une philosophie collective de l'école de basket jusqu'au plus grand. Alors, on a la chance d'avoir des équipes de jeunes particulièrement compétitives, à commencer par l'école de basket jusqu'aux espoirs. Les U15 et les U18 ont multiplié les exploits au Final Four là, au cours de ces dernières années. Donc, effectivement, on essaye de leur inculquer une certaine philosophie de jeu qui est assez proche de ce qui se passe au niveau des pros. Je pense que les clubs mythiques, pas nécessairement que dans le basket, mais quand on voit ce que propose un club comme Barcelone, mais pas que, je trouve que c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un club comme Barcelone, on sait, on n'a pas besoin de voir le maillot pour voir la manière dont ils jouent. Et peut-être que Philippe pourra aussi parler un petit peu de ça à travers son expérience espagnole quand il a joué en Espagne. Nous, ça nous manque un petit peu à travers nous, le club à Nanterre, mais aussi le basket français en général. C'est-à-dire que le basket espagnol, il y a des choses qui reviennent. Ils ont une ADN sur certains aspects du jeu. Et nous, effectivement, pour répondre à votre question, on essaye de le mettre en place à Nanterre. Donc, de prendre des joueurs qui correspondent à ce qu'on aime voir au plus haut niveau. Donc, oui, la réponse est oui. On essaye de le faire. Franck, Philippe, Vincent, vous voulez ajouter quelque chose? Philippe, peut-être, par rapport à son je confirme, effectivement. Bon, comme je vous ai dit au tout début, lors de la présentation, j'étais venu aussi pour faire le lien un petit peu et le lien avec les jeunes. Et c'est vrai qu'il y a cette volonté, en tout cas, de la part du club, d'essayer d'avoir un modèle de jeu, comme le dit très bien Pascal. En Espagne, ils ont un modèle complètement, que ça démarre de la fédération qui elle-même transmet toutes les informations et tous les domaines dans lesquels il faut essayer de développer les joueurs, que ce soit du baby basket au senior. C'est un modèle de jeu que a très bien fait donc l'école espagnole, l'école serbe aussi, notamment très tôt dans les années 80. Voilà, et je pense qu'à Nanterre, on essaye à travers l'équipe première,
et la philosophie de Pascal, on essaye justement de jouer à la nantérienne, comme on dit. Et les jeunes, vous pouvez très bien venir voir les benjamins ou les poussins, vous allez très vite comprendre qu'ils ont la volonté de se partager le ballon et de prendre vite les décisions, ce qui est la première situation et les premières volontés de la formation espagnole, c'est-à-dire de vite relancer le jeu, de vite décider, de vite se partager le ballon, que, faire confiance aux copains. Et ça, c'est vrai que ça soit chez les poussins, chez les tout petits ou même le baby basket. D'ailleurs, par exemple, il y a l'académie de Nanterre. L'académie, c'est créé au sein du club. Et il y a beaucoup de joueurs qui viennent de divers clubs autour et qui viennent un petit peu voir ce qui est la philosophie et le jeu à la nantérienne. Et les gamins, pendant une semaine, ils se mettent dans la peau d'un joueur professionnel avec la volonté de s'entraîner 2 fois dans la journée, d'avoir aussi des thèmes qui vont être mis en place pendant leur séance, mais toujours en ayant cette volonté de respect et de partage. Et c'est vrai que je pense que… alors, c'est vrai qu'au niveau international, les équipes jeunes françaises, elles ont énormément de résultats dans leurs catégories respectives et amènent beaucoup de médailles parce que justement, elles ont essayé de très vite de cumuler l'aspect physique à l'aspect technique. Voilà. Et je pense qu'à Nanterre, on essaye de faire ça depuis des années, avant même mon arrivée. Et ça, c'est tout le… Il faut vraiment souligner tout le travail qui a été fait par tous les entraîneurs qui ont évolué au sein du club, c'est qu'ils sont venus avec la volonté de s'intégrer et en ayant la volonté d'amener et de continuer de partager ces volontés-là. Ok, merci pour cette analyse. Un dernier mot, Vincent, pour nos internautes? Un dernier mot par rapport à ta dernière question. C'est vrai que moi, dans mes missions, on n'a pas trop parlé du centre de formation, mais c'est un secteur qui est très important, notamment à Nanterre, parce qu'on investit beaucoup là-dedans. Et le travail que je fais au quotidien, mais je peux pas le faire tout seul parce que c'est vraiment très, très vaste, que ce soit avec les pros ou avec le centre de formation. C'est vrai que je travaille souvent avec des stagiaires et j'ai la chance de tomber sur des personnes de grande qualité. Ils me permettent de développer les moyens d'intervention au sein même de la structure pour être le plus efficace possible et augmenter les chances et la qualité de travail dans ce centre de formation dans lequel le club met beaucoup de moyens. Et c'est vrai que cette entité, elle est importante et l'équipe professionnelle a beaucoup d'intérêt à voir des jeunes issus de ce centre se développer pour voir des joueurs arriver dans cette équipe. Philippe, un dernier mot pour nos internautes? Déjà, tout d'abord, les remercier de leur présence, de nous avoir écoutés. J'espère que ça a été enrichissant pour eux et qu'ils ont pu voir un petit peu la manière dont fonctionnait notre staff, fonctionnait le club, les valeurs du club aussi qui sont très importantes et la personnalité de chacun. Voilà, vous remercier à toi, Kevin et Flo et Christophe de l'invitation et au plaisir de se croiser sur un terrain. Voilà. Avec grand plaisir. Franck? Je vais faire un peu comme Philippe. J'espère qu'on a pu vous éclairer un petit peu sur notre façon de travailler et puis notre bonne entente au niveau du staff parce que c'est important pour avancer. C'est important de travailler dans la sérénité et c'est important d'être toujours sur la même longueur d'onde, même si chacun apporte son avis. C'est toujours quelque chose de très enrichissant. Donc voilà, merci à vous de nous avoir invités. Merci beaucoup, Christophe, de nous avoir fait venir pour expliquer un petit peu notre façon de travailler. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager. Exactement. C'est tellement enrichissant et
Et sachez que nous, le staff de Nanterre, on est toujours très, très ouvert à la discussion. Voilà, et au partage. Et on essaiera de venir vous voir si Pascal est d'accord, évidemment. Je parle sous son couvert. On essaiera de venir vous voir pendant la pré-saison pour voir concrètement comment ça se passe. Voir si on n'a pas dit que des bêtises, quoi. Voilà, exactement. Moi, en ce qui me concerne, déjà, merci de nous permettre de réaliser ce petit entretien. Ce que vient de dire Christophe, bien évidemment, je vous donne l'accord, c'est-à-dire que ça serait bien qu'on puisse se voir avec vous de visu et qu'on vous ouvre les portes du club de Nanterre. Donc, en tous les cas, c'est une invitation officielle. Quand vous aurez la possibilité de venir nous voir tous les trois, venez et on fera en sorte de vous accueillir de la meilleure manière possible. Après, moi, ce que je veux dire, c'est que souvent ce genre de petit entretien, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont entendu et regardé. Moi, je pense que le basket, faut pas oublier les gens qui nous permettent à nous d'être en haut de la pyramide. Et pour avoir, moi, eu la chance d'avoir commencé en département et d'être aujourd'hui au plus haut niveau, il y a plein de gens qui donnent beaucoup de leur temps et qui sont des gens extrêmement compétents et qui n'ont pas eu la chance que nous, on a eu, parce que c'est aussi une question d'opportunité et de chance. Et donc, moi, je n'oublie pas ces gens-là, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui entraînent en N2, en N3, à des niveaux peut-être encore moindres, et qui sont des gens qui sont tout aussi compétents que nous. Et souvent, c'est à eux que je pense. Et on est des privilégiés. Et des fois, on rage après une défaite, mais il faut pas oublier qu'on est des grands privilégiés parce qu'on vit de notre passion. Donc, il faut y penser souvent. Christophe, un dernier mot? Non, mais je suis ravi d'avoir pu partager ce moment-là avec des gens que je connais bien, qui m'ont beaucoup apporté. Je les remercie. Je remercie Pascal, Franck, Vincent, évidemment Philippe, d'avoir pu partager un peu de leur temps précieux pour nous en faire profiter. Voilà. Et puis j'espère que c'est qu'un début. Avec Flo et Kevin, c'est vrai qu'on va essayer de mettre en place cet exercice-là sur le long terme et je pense qu'on vous sollicitera à nouveau pour que vous fassiez partager votre expérience. Mais voilà, encore un bon moment de vie partagé ensemble, mon très cher Pascal. Merci à Franck, merci à tout le monde et voilà. Et je suis heureux ce soir. Merci à vous. Alors avant de laisser la parole à Kevin par rapport au jeu qu'il a mis en place, moi, je vous remercie très sincèrement d'avoir accepté l'invitation et d'être venu dans notre rubrique. Et puis, en tout cas, on a noté l'invitation et le fait que Pascal nous accorde du temps et que vous nous accordez également du temps. C'est un super moment et merci beaucoup. On n'aurait jamais imaginé pouvoir discuter avec un staff complet, même si aujourd'hui, il manquait quelques personnes. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous. J'en profite pour vous parler du live de la semaine prochaine. On sera sur un cahier des charges pour le développement du joueur en compagnie de Christophe Denis. On aura David Morabito, Rachid Méziane et Lauriane Dolt. Voilà, donc merci beaucoup. Kevin, je te laisse la parole. Merci encore à tout le monde. Merci à tous. Et Kevin, je te laisse finir le live. Merci Pascal. Ciao les gars, je vous laisse. On reste là, merci. Salut, bonne soirée. Merci. Oui, donc le jeu a assez bien fonctionné quand même malgré le nombre de personnes qu'on avait. On a eu deux personnes qui ont été sélectionnées. On a essayé de faire venir quelques-unes. Et là pour l'instant. Je dois vous laisser les gars. Je suis désolé. Je te coupe Kevin, mais pas de souci. Ouais, je vous rappelle tous un par un demain, ok? Très bien. Faut que je vous laisse. Très merci. Bien. Okay, merci Christophe en tout cas. Bye. Donc oui, il a malgré le nombre de peu de personnes qu'on a eu, il a bien fonctionné quand même. Il y a eu 2 gagnants, on essaie de les appeler. Ils vont sûrement arriver d'ici là, je sais pas. On essaie de les faire venir sur Zoom. C'est un peu compliqué sur Zoom, c'est plus facile sur Facebook forcément. Mais vu qu'on voulait qu'ils soient avec vous pour discuter un petit peu, mais apparemment on le fera pas, je pense. Mais c'était super. Merci à vous, franchement. Vous avez été super. Moi, j'ai pris un pur plaisir à vous écouter. J'étais à fond dedans et tout. C'était super. Franchement, merci. Merci à vous. Super.
Et à toi. Alors, tu peux peut-être donner les noms des gagnants. Et en tout cas, il y en a un qui essaie vraiment de venir. Oui. Donc, voilà. Oui, donc je donnerai que les prénoms parce que les noms, je donnerai pas les noms. Bien sûr, bien évidemment, par sécurité, par sécurité, tout simplement. Donc ce serait David et Valérie. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup en tout cas à tout le monde. David, si tu arrives à venir d'ici 30 secondes, on t'accueille avec grand plaisir avec les membres du staff de Nanterre. Et sinon, c'est pas grave, ce sera que partie Bon, bah, remise. c'est, quelques secondes quand même, je et pense. puis voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc David n'arrive pas à se connecter, donc c'est pas grave. Merci en tout cas à tout le monde. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci à vous. Merci à vous. Ciao. Merci. Bonne continuation. Salut. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Au revoir tout le monde. Au revoir. Portez-vous bien.